Bonjour et bienvenue dans Style Comics, l'émission qui s'intéresse à l'art graphique des comic books. Aujourd'hui, je vous parle de Body Bags de Jason Pearson, volume 2. La série se passe dans un futur proche et dans la ville fictive de Terminus. La police étant dépassée par les événements, elle fait appel à des bodybaggers, des chasseurs de primes, qui vont aller chercher les criminels les plus dangereux. Les deux héros sont Mac Delgado, alias Clownface, et sa fille Panda. Même s'ils passent beaucoup de temps à s'engueuler, ils sont redoutablement efficaces et laissent derrière eux beaucoup de cadavres. Body Bags est un comics avec une histoire éditoriale assez chaotique. La première mini-série, Father's Day, est sortie en 1996, et puis il a fallu attendre plusieurs années, et plusieurs one-shots, et plusieurs mini-séries pour réussir à assembler un autre TPB, qui est celui que je vous présente aujourd'hui, ce qui explique pourquoi le style graphique de Jason Pearson évolue beaucoup d'une histoire à une autre. Dès cette première page, on trouve les trois grandes caractéristiques du style de Jason Pearson, à savoir des décors et des accessoires très détaillés et très réalistes, un ancrage très fin et très précis, et une tendance à exagérer les postures et les expressions faciales de ses personnages. Vous voyez par exemple dans cette case qu'il n'a pas lésiné sur les efforts pour représenter chaque accessoire et chaque élément de ce toit, et puis qu'il s'est aussi employé à dessiner toutes les fenêtres des immeubles environnants. J'ai toujours trouvé aussi intéressant la façon dont il arrive à faire cohabiter l'extrême précision des détails dans les armes, dans les textures, notamment dans le rendu du cuir, avec des visages, eux, qui sont beaucoup plus cartoon, avec des grands yeux, des grands sourires et des expressions souvent exagérées. Une autre grande qualité de Jason Pearson est de maîtriser parfaitement les angles de cadrage. On va voir à plusieurs reprises qu'il sait choisir des angles complexes, qu'il n'hésite pas à mettre de la profondeur dans ses cadres pour pouvoir vraiment montrer le décor dans toute sa complexité. Je vous laisse aussi apprécier sur ce gros plan la finesse de son trait et de son ancrage. Et personnellement, je n'ai vu ça véritablement que sur les travaux de Travis Charest, ancrés par l'incroyable Richard Friend. Dans cette case, ce qui est vraiment intéressant, c'est la façon dont il crédibilise cette scène de nettoyage et d'inspection d'armes. On a déjà d'une part la posture de chacun des personnages, mais aussi l'ensemble des accessoires tout autour, et notamment ces bouteilles de bière qui sont parfaitement stylisées et restituées au niveau des reflets. C'est un travail vraiment précis que l'on va trouver tout au long de cette série. Dans cette page, on va trouver les trois techniques qu'utilise Jason Pearson pour dynamiser au maximum ses scènes d'action et leur donner énormément d'impact. Tout d'abord, il exagère beaucoup tous les éléments en rapport avec la violence, que ce soit les impacts de balles, les explosions, les gerbes de sang ou les blessures par balle. Tout est exagéré et démultiplié pour donner encore plus une impression de chaos. La deuxième technique consiste à déformer davantage les corps ou les mouvements des personnages pour en renforcer l'idée d'impact, de vitesse ou de force. On voit par exemple ici dans la troisième case que la posture de Panda est légèrement exagérée, un petit peu comme une demoiselle en détresse, pour montrer que cette situation est sur le point de basculer dans le vide en l'occurrence. On pourra remarquer aussi qu'il a disposé la jeune Panda dans les cases sur un axe qui est inversé par rapport à l'inclinaison des cases, ce qui peut renforcer cette impression de déséquilibre qui va avec ce que le personnage est en train de vivre. Enfin, la troisième technique consiste à aller chercher la pose clé la plus dynamique dans l'action. Ici, Clownface se jette pour aller sauver sa fille, même si au passage il doit lui arracher 3 côtes, on comprend parfaitement la vitesse à laquelle il s'est lancé et la force et l'énergie qu'il a mis pour cela. J'ai ensuite choisi cette page pour vous montrer aussi que ce dynamisme marche dans les scènes de dialogue entre les deux personnages. Là par exemple, on va pouvoir voir comment, avec les expressions faciales et les postures des personnages, Jason Pearson arrive à rendre une scène de dialogue parfaitement compréhensible, y compris sans les bulles. L'artiste se fait par exemple plaisir avec le personnage de la jeune Panda, dont le corps et les visages sont toujours extrêmement expressifs, toujours en mouvement, et traduisent sa personnalité extrêmement pétillante et assez volcanique. On voit aussi dans ces cases le bénéfice des designs de Jason Pearson, qui en donnant à ses personnages une silhouette finalement très cartoon et très exagérée, permet de les identifier rapidement, y compris sous forme de silhouette, et donc de leur donner encore plus d'originalité. Ce que j'ai aimé dans cette page, c'est la façon dont la scène d'action devient un élément disruptif de la composition. On voit en effet que le gunfight est fait en 2 cases, une qui est décadrée et l'autre qui n'a pas de contour, alors que ce qui se passe avant et ce qui se passe après revient dans des formes de cases beaucoup plus traditionnelles et beaucoup plus posées.
On notera là encore la façon dont Jason Pearson utilise des axes pour pouvoir créer du mouvement et surtout faire que les deux cases s'enchaînent très rapidement. On voit par exemple l'axe qui est créé par la glissade de Panda qui vient compléter parfaitement l'axe de la perspective de son tir dans la tête du mercenaire. Enfin, dernier détail remarquable dans cette page, c'est la façon dont Jason Pearson utilise avec précision l'ancrage de petits traits pour suggérer bien le fait que la scène se déroule dans une brume qui est assez opaque et dans laquelle les personnages ne font que distinguer les éléments du décor. Cette page est une de mes préférées dans l'album car elle repose sur deux idées toutes simples mais qui sont parfaitement efficaces. La première est que Jason Pearson crée encore une fois un axe transverse et va assembler tous les éléments autour de cet axe qui suit les rotors de l'hélicoptère dans la dernière case et on peut voir d'un coup que cela guide le regard du lecteur directement vers le carnage qui se situe en bas à droite. Et la deuxième autre bonne idée, c'est que même si la scène se passe de nuit, il met un gros fond blanc juste derrière la scène d'action dans la dernière case pour que l'hélicoptère et le carnage, encore une fois, ressortent beaucoup mieux par rapport aux cases du dessus qui, elles, sont plongées dans le noir. Dans ce gros plan, on voit jusqu'à quel point Jason Pearson a disposé les éléments en parallèle de cet axe principal dont je vous parlais précédemment, mais on voit aussi comment il l'utilise pour le faire rentrer en collision avec l'axe créé par la bordure inférieure des deux cases, ce qui donne cette impression de triangle accentué qui va vers le bas et qui va renforcer l'idée que l'hélicoptère est sur le point de se crasher. Enfin, le dernier élément qui rend cette case particulièrement efficace, c'est le fait que tout est en mouvement, tous les personnages ne touchent pas le sol. Panda est dans les airs, Clownface saute mais ses pieds ne touchent pas la surface du toit et les corps des mercenaires déchiquetés valsent un petit peu partout, ce qui renforce encore plus cette idée qu'on vient de choper cette scène à un moment particulièrement clé et dynamique. On change de style, on change d'histoire et on voit qu'il y a eu une légère évolution, notamment dans le fait que même si les visages restent très expressifs, un peu caricaturaux, ils sont un petit peu plus réalistes, un peu plus travaillés, même si on peut regretter qu'il continue à sexualiser au maximum son personnage de Panda, dont on ne connaît pas trop l'âge, mais qui est censé être une adolescente quand même. Vous noterez que son ancrage est toujours aussi fin et que sa ligne ne varie pas beaucoup d'épaisseur. Il est donc impressionnant de voir que ces personnages donnent toujours l'impression d'être en 3D, d'avoir de l'épaisseur, d'avoir du volume, tout simplement parce qu'il arrive, sans utiliser de plein et délié dans l'ancrage ni d'ombre dans la colorisation, à les construire et à les intégrer dans le décor en travaillant sur les formes, sur les perspectives et sur les angles pour toujours donner cette impression qu'ils existent dans un environnement en 3 dimensions. Dans ce segment, on peut voir aussi une autre scène d'action parfaitement construite. On voit Panda se jeter sur un de ses adversaires et ouvrir le feu sur les autres, et on peut voir que le dessinateur guide notre regard à nouveau par le déplacement de la jeune fille qui crée un arc qui lui aussi est un axe de lecture et nous permet de la situer dans le côté droit de la page avant qu'elle ne se fasse éjecter par le tueur sur lequel elle était montée. On notera d'ailleurs la petite pose un peu graveleuse que Jason Pearson donne à la jeune Panda lorsqu'elle se jette sur son adversaire. Mais on retiendra surtout de cette page cet angle vraiment impressionnant et très complexe qui permet à Jason Pearson de mettre en avant les véhicules et de montrer aussi toute cette dextérité en matière de plis de vêtements pour tous ces personnages contorsionnés, criblés de balles. Et on peut voir que malgré tous ces détails, la scène reste extrêmement lisible. Autre histoire et à nouveau autre style. Celui-ci n'est pas celui qui a ma préférence dans tout l'album parce que je trouve qu'il est finalement assez banal, ou en tout cas ne correspond pas forcément à ce que l'on peut attendre de Jason Pearson en matière de mix entre un style un peu animé, un peu cartoon et quelque chose de réaliste. On a le sentiment ici d'être face à un dessinateur de talent, certes, mais qui ne possède pas la même approche, notamment au niveau de la corpulence des personnages. Les proportions ne sont pas aussi exagérées que dans les précédentes pages. La musculature est plus réaliste. Les angles sont certes un petit peu alambiqués, mais ne sont pas non plus aussi novateurs. Et je trouve que l'ancrage, surtout, perd vraiment en qualité, perd en finesse et finalement est assez banal. Enfin, dernier extrait et donc dernier style pour Jason Pearson qui prend la direction opposée de l'histoire précédente puisque là pour le coup il va carrément vers un style beaucoup plus animé. On retrouve que ce soit au niveau des faciès ou au niveau des designs des corps, les textures sont moins marquées, on est dans une ligne claire et on est dans une épure de détails, donc on a l'impression que véritablement il nous propose la version animée de Body Bags. Alors même si ce style ne propose pas encore une fois cette fusion entre réalisme
et dynamisme cartoon. À la limite, il me convient mieux que le précédent, beaucoup plus réaliste, parce qu'on retrouve aussi bien les designs de visage que un certain dynamisme dans les formes et les exagérations des postures. Mais encore une fois, ce n'est pas celui qui a ma préférence, ou en tout cas pas celui qui, selon moi, incarne le plus la patte graphique que l'on recherche chez Jason Pearson. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de découvrir Jason Pearson, qui est un artiste extrêmement rare. Il est d'ailleurs très difficile de trouver ses albums aujourd'hui en VF et en VO aussi, à part en format numérique. Donc je vous invite vraiment à aller y jeter un œil, y compris à la première mini-série. C'est un artiste qui vaut le coup, et puis qui malheureusement est beaucoup trop rare aujourd'hui dans le comics, même si je crois qu'il a signé quelques couvertures ici et là, mais pas de nouvelles séries malheureusement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce format d'analyse de 10 planches d'une œuvre qui permettrait notamment d'aborder des classiques de Marvel et DC, mais aussi de parler de comics indépendants. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et aussi pour tout votre soutien à travers vos abonnements, vos likes, vos partages, vos retweets ou vos commentaires sur Twitter, sur Facebook aussi. Et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle vidéo dont je ne connais pas encore le sujet, mais ça devrait être sans doute un personnage un peu pulp. Et puis rendez-vous aussi sur mon blog dans lequel vous pouvez voir ma sélection de couvertures toutes les semaines, et puis de temps en temps quelques petits articles qui ne feront pas l'objet de vidéos, mais qui me permettront de vous faire découvrir d'autres styles graphiques. Merci, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.